Don't have any more nightmares? Everything is fine when you sleep? I'm going to ask you a question. Remember. En décembre 1964, un couple dysfonctionnel gravement perturbé consulte à Boston le docteur Benjamin Simon. Are you having visions? Les séances sous hypnose imposées à Barney et Betty Hill vont bouleverser le monde de l'ufologie. No. I'm gonna shoot that thing! I'm gonna get my gun! I'm gonna shoot it down! I'm gonna shoot that thing, man! I'm gonna shoot that thing! Barney, listen to me. Listen to me, Barney. And try to stay calm. Nothing's gonna hurt you. Il n'est plus possible de traiter de la thématique des ovnis sans y inclure le sujet des enlèvements extraterrestres, un dossier particulièrement controversé. Selon les sondages, près de 4 millions d'Américains présentent le profil de l'enlevé. Un nombre croissant de ces prétendues victimes se croient porteurs d'implants extraterrestres, épiant leurs faits et gestes, leur état, leur métabolisme, leurs pensées. Pour ces cobayes en liberté surveillée, la planète n'est qu'un vaste laboratoire au service d'un autre monde. L'ufologue britannique John Spencer affirme que si l'observation de Kenneth Arnold a donné naissance à l'ufologie, c'est l'histoire de Barney et Betty Hill qui est, quant à elle, le récit fondateur du phénomène des enlèvements par des extraterrestres. Un des aspects de l'ufologie auquel je me consacre depuis plusieurs années est celui des enlèvements. Ce concept selon lequel des gens puissent être manipulés par des créatures exotiques, amenés à bord de soucoupes volantes pour y subir des examens médicaux. Parfois, on leur donne une mission, on leur implante des sondes et ainsi de suite. Durant toute leur vie, ces gens sont affectés par leur expérience. Même leurs enfants le sont, comme si ces interventions extraterrestres suivaient une sorte de lignée du sang, comme le décrit Bud Hopkins. Je suis très ouvert à cette hypothèse, car je suis tout à fait convaincu que ces gens décrivent un phénomène authentique, un phénomène paranormal, j'en suis certain. J'ai parlé à plusieurs témoins, et ce que j'y vois de très significatif, c'est qu'une trentaine de ces personnes ont totalement changé leur vie à la suite de leur enlèvement. Ils se sont subitement mutés en artistes. Ils sont devenus musiciens, par exemple. Des banquiers ou des comptables sont devenus caméramans ou autre chose, mais ont développé cette facette de leur vie. Une transformation qui est, sans l'ombre d'un doute, la conséquence directe de leur enlèvement. Maintenant, la question est de savoir si ce phénomène a des causes externes ou internes. D'un premier cas en 1961, les soi-disant enlèvements par des extraterrestres n'ont cessé de se multiplier. Les gens affirment avoir été enlevés dans leur sommeil par des êtres capables de traverser les murs, de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Malgré des milliers de cas enquêtés, c'est pourtant encore à l'affaire Barney et Betty Hill que les experts se réfèrent pour étayer leur dossier d'enlèvement. Leur histoire débute une nuit sur une route isolée dans les White Mountains, alors que le couple a mystérieusement quitté la Nationale 3 pour s'égarer dans les montagnes. Le 19 septembre 1961, mon mari Barney et moi-même étions à Montréal, lorsque nous avons entendu un bulletin météo qui annonçait qu'un ouragan remontait la côte et allait frapper la ville de Portsmouth où nous vivions. Alors nous avons décidé de regagner Portsmouth avant que l'ouragan ne frappe. Revenant de Montréal, Betty et Barney en sont tous deux à leur second mariage. Tous deux ont des enfants d'un premier lit, mais ceux de Betty, qui est stérile, ont été adoptés. Détail important pour la suite des événements.
Comme la saison touristique estivale était terminée, nous savions que les montagnes étaient désertes et les points de ravitaillement fermés. Donc, nous avons franchi les douanes et nous nous sommes arrêtés à Colebrook pour nous détendre et manger. Nous savions qu'il était environ 10 heures lorsque nous avons quitté Colebrook. Betty est une assistante sociale très énergique. Barney, postier à Portsmouth, milite dans divers organismes dont la Ligue des droits des Noirs. Près de la quarantaine, ils n'ont, ni l'un ni l'autre, aucun antécédent psychiatrique. Nous roulions dans les montagnes lorsque j'ai remarqué une nouvelle étoile dans le ciel. Et plus je la regardais, plus elle devenait grosse et brillante. Et ma première pensée a été de me dire, est-ce une comète et va-t-elle frapper la Terre? Alors nous avons arrêté la voiture pour observer le phénomène de plus près. Alors la chose a changé de direction. Et lorsqu'elle est passée devant la Lune, nous avons vu des lumières clignotantes multicolores. Subitement, l'objet a changé de direction et s'est dirigé vers nous. Alors nous avons repris la route vers le sud durant une trentaine de milles. Nous avons essayé de l'identifier, mais nous n'avions aucune idée de ce que pouvait être cet appareil. J'ai abaissé la vitre de la portière et j'ai agité la main en disant « Hi ». Un demi-mille plus loin, elle a survolé la route et s'est arrêtée, en l'air, au-dessus de la route. Mon mari, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, s'est arrêté pour identifier l'appareil. Il a pris ses jumelles, s'est avancé vers l'appareil et a aperçu un groupe d'hommes qui le regardaient par un des hublots. À ce moment, 2 ailerons se sont déployés de chaque côté de l'appareil. Il y avait des lumières rouges aux extrémités et l'appareil a commencé à descendre. Barney a eu l'impression qu'il cherchait à nous capturer. They're gonna catch us away. Let's get out of here, man. Let's get out of here. They're gonna catch us. Let's leave. Let's go. Débousselés, hagards, les Hill retrouvent leur esprit à l'apparition d'un panneau routier à 17 miles de la ville de Concorde. Ils ont mis 2 heures de plus que prévu pour franchir les White Mountains. Des détails troublants s'imposent à leur mémoire. Le lendemain, ils informent l'armée qui, curieusement, se montre très attentive à leur récit, ayant eux-mêmes capté un écho-radar non identifié au-dessus des White Mountains pour la même période. Mais il y a des trous dans l'histoire des Hill. Au début, nous nous rappelions avoir aperçu des hommes sur la route, mais ça n'allait pas plus loin. Alors nous retournions là-bas une fois par mois pour essayer de repérer l'endroit où nous avions vu des hommes sur la route, en nous disant que ça pourrait nous aider à nous souvenir de ce qui s'était passé. Et nous avons commencé à retrouver certains souvenirs, mais rien de vraiment très précis. C'est alors que Barney a eu des problèmes cardiaques. Et comme il ne réagissait pas aux médicaments, son médecin l'a référé à un psychiatre. Et un jour, Barney lui a mentionné que nous retournions au nord, dans les montagnes, pour retrouver cet endroit, et que nous rencontrions diverses personnes qui avaient observé toutes sortes d'ovnis, et personne ne savait exactement à quel endroit. Alors il nous a référés au docteur Benjamin Simon, à Boston. Là, nous avons été soumis à un traitement sous hypnose médicale. Une semaine après cette nuit du 19 septembre, Betty commence à avoir des cauchemars où elle et son époux sont enlevés par des extraterrestres. Elle écrit ses rêves et les raconte en détail à Barney. Depuis leur retour, les 2 époux souffrent de diverses afflictions. Finalement, 2 ans après leur enlèvement, le couple Hill accepte d'être placé sous hypnose par le neuropsychiatre Benjamin Simon. Les extraits qui vont suivre sont présentés ici en exclusivité. I want to wake up. You're not going to wake up. You're in deep sleep. You're comfortable, relaxed. This is not going to trouble you. This creature, this leader is telling me something. How? How's he getting it to you? I can see it in his face. Do you see his lips move? Yes. No, his lips aren't moving. He's looking at me. What did he tell you? Stay there and keep looking. Just stay there, he's saying to me.
It's All right. pounding in my head. All right. Pull the binoculars away. God, give me strength. All right. All Pull right. them down. Run! Pull these binoculars down and run! God! All right. Calm down. Calm down. Le témoignage de Betty et Barney, il est très important parce que, d'abord, c'est l'un des tout premiers, donc on ne peut pas supposer qu'ils aient été contaminés par les médias racontant des histoires de ce genre, en fait. Et d'autre part, ils ont été traités par un psychiatre de Boston réputé qui les a interrogés séparément sous hypnose pendant 6 mois. Et ils ont raconté la même histoire. Betty Hill, plus développée que Barney, mais Barney avait été terrorisé par cette affaire. Je rappelle en 2 mots de quoi il s'agit. Ils revenaient de vacances du Canada, ils rentraient chez eux dans la région de Boston, et ils ont vu un ovni qui les suivait. Ils se sont arrêtés, ils ont vu un ovni qui était là en vol stationnaire au-dessus de la route. Et puis ils ont perdu mémoire de ce qui se passait. Et ils se sont retrouvés avec 2 heures de retard, complètement groggy sur la route pour rentrer chez eux. C'est par la suite, donc beaucoup de temps après, parce qu'ils étaient malades, Barney Hill était malade, qu'ils ont donc été soignés sous hypnose par le docteur Benjamin Simon, il s'appelle, et ils ont révélé une histoire d'enlèvement assez précise, assez détaillée à bord d'un ovni. Chacun séparément. Le docteur Simon, il y a eu un livre qui a été écrit en collaboration avec le docteur Simon, qui lui estime, bon, il ne croit pas du tout aux ovnis, ça lui paraît absolument pas possible de croire ça, mais il reconnaît que eux, Betty et Barney, ils sont absolument convaincus d'avoir vécu cela. Donc c'est quand même un témoignage très solide et très troublant. Go on. And he said, just a simple test of alterity. And I asked him what. And he said he just wants to put it in my navel. And it's just a simple test. I didn't hear that. To behind. Did they make any sexual advances to you? Nous avons d'abord cru avoir affaire au coucher de la Lune, puis nous avons vu un groupe d'hommes sur la route qui nous barrait le chemin. Il a arrêté la voiture, le moteur a calé, ils se sont approchés, ils nous ont fait sortir de la voiture et entraîner dans un sentier. Tout ce qu'ils voulaient, c'est savoir en quoi nous étions semblables ou différents l'un de l'autre. Sitôt que ce serait fait, nous pourrions retourner à l'auto. Alors nous les avons appelés le chef. Celui qui procédait à l'examen, nous l'avons appelé l'examinateur. Et il y en avait 9 autres qui sont restés dans la coursive du vaisseau, que nous avons appelés les hommes d'équipage. Alors on nous a emmenés dans des chambres différentes. Et la première partie de nos examens a été identique. Ils ont regardé les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, la bouche, les pieds. Ensuite, avec moi, ils ont fait 2 autres tests. L'un portait sur mon système nerveux et l'autre consistait à m'enfoncer une aiguille dans le nombril, ce qui, disait-il, était un test de grossesse. Pour Barney, la première partie a été semblable à la mienne, mais dans son cas, il semblait d'abord intéressé par sa structure osseuse. Ensuite, je leur ai dit « Je sais que vous n'êtes pas de cette planète, d'où venez-vous » Il a hoché la tête. Après, ils ont fait sortir Barney. Ils nous ont ramenés à l'auto, et là, nous avons regardé le départ de l'appareil. Il s'est élevé dans le ciel et il est parti. En 1966, sous le titre de The Interrupted Journey, le voyage interrompu, le journaliste américain John J. Fuller publie le récit des Hill. L'ouvrage se révèle un grand succès de librairie. Plusieurs voient dans le récit des Hill des détails qui écartent tout doute sur son authenticité. Comment Betty Hill aurait-elle pu décrire un test de grossesse qui consistait à introduire une longue aiguille dans le nombril, et ce presque 10 ans
avant qu'un test semblable ne soit pratiqué par des médecins. Quant à la carte stellaire aperçue par Betty dans l'OVNI et redessinée sous hypnose, celle-ci correspondrait à un système solaire double de la constellation du Réticuli, un système qui aurait été découvert longtemps après que les esquisses de Betty aient été publiées. Et surtout, toute cette histoire a été mise à jour sous hypnose, suite à une amnésie double, une pathologie unique où les deux patients ont raconté sensiblement la même histoire. Lorsque le phénomène des enlèvements a été révélé, avec le cas de Betty et Barney Hill, il y eut toutes sortes de théories à ce propos, car une telle chose n'avait jamais été rapportée de manière aussi objective auparavant. Nous devons nous rappeler que le psychiatre qui a procédé à l'hypnose était un sceptique qui a été littéralement ébranlé par ce qu'il a entendu. Il a conclu qu'il avait affaire à une folie rare qui impliquait toutes sortes de conséquences, ce que nous appellerions aujourd'hui un stress post-traumatique. C'était quelque chose de bien réel, pas un mythe dont personne n'aurait voulu. En 1979, Alvin Larson, qui était professeur de psychologie à l'Université de l'État de la Californie à Long Beach, s'est livré à une expérience. Il a choisi 8 étudiants qui n'avaient eu aucune expérience avec les ovnis. C'était son filtre. Et s'est demandé s'il pourrait, sous hypnose, leur faire raconter des histoires d'enlèvement. Par la suite, il a prétendu que toutes ces histoires étaient semblables à tous les témoignages d'enlèvement et que, en conséquence, ces histoires naissaient dans le cerveau des individus. Mais lorsque vous lisez le rapport de recherche, vous vous rendez compte que, oui, une des histoires présente certaines similitudes. On a affaire à de petits êtres, on est étendu sur une table et ce genre de trucs. Les autres histoires étaient totalement différentes les unes des autres, complètement différentes des témoignages recueillis dans les cas de phénomènes d'enlèvement. Les kidnappeurs étaient différents des descriptions faites dans les rapports d'enlèvement. Et surtout, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils devaient dire. En effet, l'étude d'Alvin Larson n'est pas si concluante et les scénarios imaginés par le groupe témoin diffèrent les uns des autres et aussi des récits faits sous hypnose par les soi-disant victimes d'enlèvements extraterrestres. Dans le cas de ceux qui déclarent avoir réellement été enlevés, les récits sont étrangement similaires et les détails sont très cohérents. Le docteur Jean-Roch Laurence, psychologue à l'Université Concordia, s'est intéressé à ces récits d'enlèvement. Ce qui nous a intéressés chez ces gens-là, c'est le fait que la majorité de ces récits-là survenaient à la suite d'une séance d'hypnose. Alors, comme le laboratoire est spécialisé en hypnose et mémoire, on savait tout de suite que l'hypnose est un instrument dangereux au niveau de la fiabilité de la mémoire. Donc, on s'est dit, tiens, ça va être intéressant d'aller voir si on peut utiliser l'hypnose pour créer de faux souvenirs, manipuler les souvenirs qui sont là, les compléter. On a regardé ce qui se faisait et on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens peuvent, de toutes pièces, en partant d'une expérience, par exemple un cauchemar ou un sommeil, une paralysie du sommeil, par exemple, partir d'un événement anormal, donc qui est inhabituel, et créer une histoire d'enlèvement extraterrestre. Généralement enlevés durant leur sommeil, des milliers de cas sont rapportés chaque année. À l'instar des Hill, c'est l'hypnose cependant qui met à jour les détails de ces enlèvements. Dans ces cas, il est important de reconnaître que l'hypnose a été utilisée pour faire émerger ces histoires et que des psychologues ont démontré à plusieurs reprises que l'hypnose n'est pas fiable. En fait, les gens décrivent ce qu'ils croient, ce qui n'est pas la même chose que ce qui s'est réellement passé. Ils décrivent leurs croyances profondes. Dans le cas des Hill, il y avait un certain nombre de filtres, mais la clé du mystère, qui était ces 2 heures manquantes, n'a pas été découverte par les Hill eux-mêmes, mais par un enquêteur qui leur a dit « Vous semblez avoir oublié une tranche de temps ». C'est alors que Barney, si je me souviens bien, aurait dit « Mon Dieu, pour la première fois, je réalise que nous avons perdu 2 heures ».
Mais ça, c'était plusieurs semaines après leur expérience. Alors, beaucoup des motifs clés de ces enlèvements ne proviennent pas des témoins eux-mêmes, mais bien des enquêteurs. Et je crois qu'une des choses que nous devons retenir de l'affaire Hill, c'est que les enquêteurs peuvent prendre un cas, en retirer les éléments clés et les transférer à un autre, en utilisant l'hypnose, par exemple. Je crois que nous contaminons nos propres données en faisant circuler ces croyances à la ronde. Les preuves qu'on met à jour peuvent fort bien être influencées par les enquêteurs. Il y a quelques années, j'ai décidé de me consacrer au dossier des enlèvements. À vrai dire, moi j'ai commencé à me lancer dans ce sujet parce que depuis le temps que je courais le monde comme grand reporter, j'avais des témoignages étonnamment semblables de tous les pays du monde. En Russie, où j'ai passé longtemps, parce que j'ai vécu 6 mois en Sibérie, au Tibet, où j'ai vécu également 6 mois clandestine. Dans tous les pays du monde, j'avais des résultats, des récits émergents de sujets qui ne pouvaient absolument pas savoir que d'autres gens, dans d'autres coins du monde, racontaient exactement les mêmes histoires. Ça m'a perturbée. Et puis lorsque j'ai vu les travaux qui commençaient à se faire aux États-Unis, je me dis, mais mon Dieu, ces Américains sont fous. Les farceurs dans ces cas sont extrêmement rares. Dans les cas d'enlèvement, vous devez vous présenter devant diverses personnes, comme vous ou moi par exemple, et les regarder dans les yeux et dire « Voici ce qui m'est arrivé ». Et vous devez le dire à votre femme, à vos enfants. En somme, vous engagez sur le terrain de la duperie, du mensonge et, en bout de ligne, d'une publicité très négative à long terme. Alors ce n'est pas une motivation, c'est une théorie qui ne tient pas la route. Il y a des témoins, des membres de la famille, parfois des amis qui peuvent vérifier ces expériences. Lorsqu'on est enlevé, on disparaît. La police est prévenue, des avis de recherche sont lancés, les parents sont affolés. Les enlevés reviennent avec des cicatrices inhabituelles sur le corps, des égratignures, des traces physiques. Ils reviennent avec leurs vêtements enfilés de travers. Leurs culottes de pyjama se retrouvent sans devant-derrière, par exemple. Si c'est la nuit, on retrouve leurs vêtements soigneusement pliés à côté du lit, ou encore portant les vêtements de quelqu'un d'autre, ce qui, disons-le, est assez surprenant. Et il y a une foule d'indices les plus divers. C'est une question où la dimension concrète est très importante. Mais l'élément clé de toute cette affaire est que des gens voient d'autres gens se faire enlever. Et une fois que cette dynamique est enclenchée, on entre dans le monde du fantasme. Et c'est là-dessus que tous les psychologues achoppent. Les preuves physiques sont-elles vraiment solides? Jusqu'où va l'objectivité des témoins? Et si ces témoignages étaient influencés par les ufologues eux-mêmes, ou plus simplement par les nombreux récits d'enlèvement rapportés par les médias? Heureusement pour nous, il y a certains détails de l'affaire Hill qui n'ont pas été révélés dans leurs livres. Alors aucun sceptique ne peut prétendre qu'on les a plagiés. Ainsi, un échantillon de sperme a été prélevé chez Barney, ce qui a été douloureux. Et Dieu merci, pour des raisons de bon goût, on n'en a pas parlé en 1966. Ainsi, tous les hommes qui ont été enlevés et qui rapportent de telles pratiques ne peuvent pas être accusés de s'être inspirés du cas Hill, puisqu'ils ne disposent d'aucune source d'information fournie par les médias. À bord de ces vaisseaux, on présente aux gens des bébés bizarres, qui ont une apparence mi-humaine, mi-extraterrestre. Du moins, c'est ce qu'ils racontent. Des créatures hybrides. Lorsque nous avons commencé à étudier ces cas, nous étions complètement désorientés. Nous étions très suspicieux face à ce genre d'histoire. Toutefois, les témoins revenaient continuellement avec la même histoire. Nous avons commencé à nous demander s'il n'y avait pas là quelque chose de vrai. Au fil des années, nous avons réussi à recouper toutes ces histoires et nous nous sommes rendus compte qu'une foule de choses arrivaient aux gens à bord de ces vaisseaux, des choses de nature reproductive, de nature physique et de nature mentale. Par exemple, des images sont inscrites dans l'esprit des victimes pour des raisons incompréhensibles. Il y a des examens physiques également, mais la plupart de ces interventions semblent se concentrer sur un même sujet, celui de la reproduction. L'horrible scénario sexogénétique, c'est-à-dire ces expériences qu'il serait trop long de résumer ici,
vu à la sauce de certains abductologues, font toujours état de connotations sexuelles puissantes, fortement déplaisantes, d'expériences liées plus simplement question d'examen du corps, comme il était question avant, avec des prélèvements de gencives, des rognures d'ongles, de cheveux, mais carrément de prélèvements tant de sperme chez les hommes, d'ovules chez les femmes. On entendait parler de grossesse hybride, etc. Et forte de tant de dossiers, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu l'ombre d'une preuve d'une grossesse interrompue. C'est une véritable épidémie qui a commencé, qui est racontée notamment dans les livres de Bob Hopkins, de David Jacobs et du Dr Mack aux États-Unis. Et c'est très très troublant parce qu'il y a quand même une grande cohérence. Il y a un ethnologue qui s'appelle Eddie Bullard qui a fait une étude dès les débuts de cette vague et qui affirme, lui, qu'il y a une grande cohérence dans les témoignages de la part de gens qui habitent à des endroits très différents, qui ne se connaissent pas et qui racontent la même histoire d'enlèvement. Dans un monde où la communication est globale et instantanée, il n'est pas étonnant que des cas d'enlèvement similaires à celui des Hill se déclarent un peu partout sur la planète. Un cas au Québec offre une similitude plus rare avec l'affaire Hill. L'enlèvement aurait eu lieu alors que la victime était éveillée sur une route déserte. C'est l'affaire de M. X. Le cas de M. X est un dossier qui est fantastique pour l'histoire de l'ufologie québécoise, mais qui est aussi dramatique pour celui qui l'a vécu parce qu'il a eu à faire face à de l'isolement, à le ridicule social. Évidemment, il s'est complètement recroquevillé tel une tortue là, dans sa coquille parce qu'il ne savait vraiment plus à quel sein se donner pour être capable de verbaliser, de sortir l'émotion de tout ça. Il faut se reporter donc dans la nuit au 24 au 25 novembre 1979. Il revient de la chute à la suite de la naissance de son premier enfant, le seul d'ailleurs qu'il aura eu, une jeune fille. Dans un établissement où il travaillait à l'époque, il remet le cigare à tout le monde parce que c'est la tradition. Il prend l'autoroute, la route, c'est-à-dire 158, reliant la chute à la ville où il demeurait à l'époque, qui était Saint-Jérôme. Et presque à la fin du trajet, se sentant poursuivi tout au long de ce trajet, et là, il sent qu'il y a quelque chose qui vole au-dessus de lui, qui veut lui faire du mal, le prendre à partie. Il se sent rassuré, voyant les lumières de l'autoroute 15, il dit « Bon, je suis rendu chez moi, je vais avoir la paix ». Il voit une espèce de nuage se former rapidement au-dessus de son trajet à lui. Il voit une forme de gros ovnis sur le bas-côté de la route à droite. Son attention est attirée, entre dans le nuage, il entend, comme il comparera ça à deux roches qu'on frappe sous l'eau dans une piscine. Vous savez, le son caractéristique du tic-tic. Il ressort presque automatiquement du nuage, plus d'ovnis. Voit le panneau de signalisation routière à 3 poteaux. Vous savez comme c'est gros, ça, sur le bord d'une autoroute. Évidemment, c'est la collision, l'accident. Il jette ça par terre. L'auto n'est pas trop abîmée pour l'empêcher de rouler. Il remonte immédiatement à bord. Le moteur tourne toujours, mais il entre chez lui, il est 6 heures moins le quart. Là, il y a quelque chose qui ne marche plus dans sa tête. Il manque 110 minutes dans sa vie. Mais il n'y a pas que le scénario des enlèvements qui est difficile à croire. Le nombre très élevé des enlèvements rapportés chaque année soulève des doutes bien légitimes. Pour les ufologues, ces nombreuses victimes témoignent de la réalité du phénomène. Pour les sceptiques, au contraire, ces récits épidémiques sont la preuve que ces histoires ne sont que des fantasmes. Alors, il y a... Bon, les sceptiques disent, mais il n'y a aucune preuve matérielle de tout cela. Bon, il y avait quelques, quand même, indices, des traces au sol, des coupures bizarres sur le corps, et peut-être, on a supposé des petits implants, des petits objets qu'on découvrait dans le corps des personnes. Ce que veulent les gens, ce sont des preuves matérielles. Ceci étant dit, nous les avons, ces preuves. Des gens avaient effectivement des implants dans le cerveau ou dans d'autres parties de leur corps. En 1995, plusieurs prétendues victimes d'enlèvement, affirmant avoir reçu des implants, décident de consulter des médecins afin de les faire retirer. C'est un podiatre de Ventura, en Californie, le Dr Roger Lear, qui éventuellement procédera à ces chirurgies mineures. En 1995, il y a eu une série d'opérations, en 1995 et les années suivantes, qui ont été faites par un médecin chirurgien des pieds, le Dr Roger Lear, en Californie.
qui ont permis, semble-t-il, de découvrir, d'extraire des petits implants. Le docteur Roger Leir, qui a procédé à ces opérations, ne manifeste au départ aucun intérêt pour l'ufologie et les scénarios d'enlèvement. Toutefois, les conclusions qu'il tirera à la lumière des recherches plus poussées et surtout des rapports d'analyse des objets trouvés vont modifier sensiblement son opinion du départ. En effet, plusieurs de ces objets présentent des caractéristiques qui les démarquent de manière singulière. Pour résumer brièvement, nous avons retiré du corps des patients des objets que nous avons fait analyser selon un protocole de recherche très strict, établi dès le départ. Ces patients, qui prétendent avoir été enlevés, avaient réellement dans leur organisme des objets qui sont effectivement d'origine extraterrestre. Ils ont fait analyser des implants dans des grands laboratoires, à Los Alamos, laboratoire national de Los Alamos, et un autre grand laboratoire au Nouveau-Mexique. Et il y a des analyses quand même qui sont connues seulement en partie. Pour des raisons nébuleuses, le Dr. Leir a refusé jusqu'à maintenant toute contre-expertise par des chercheurs indépendants. Pour plusieurs, cette attitude jette un doute sérieux sur la nature de ces implants. Néanmoins, les résultats obtenus par le podiatre demeurent très intrigants. Nous avons analysé la structure moléculaire de ces objets. Nous avons découvert qu'au niveau des éléments de base, ces objets présentent un ratio isotopique différent que celui existant sur Terre. Même si on retrouve ces éléments ici, sur Terre, au niveau moléculaire, ces objets sont différents. De plus, le laboratoire technique du Nouveau-Mexique a émis l'opinion que ces objets ressemblaient plutôt à des échantillons de météorites. Comme nous le savons, les météorites viennent de l'espace. Les implants sont entourés par une espèce de gang biologique qui est très très dur au départ et qui semble les protéger contre toute réaction d'inflammation. Tout ça, ces petits objets sont ensuite entourés de terminaisons nerveuses qui semblent les relier au système nerveux. Et tout cela est très 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 impressionnant en fait quand on regarde un peu dans le détail. Les implants existent. Certains ont parlé de pseudo-implants. Non, on retire bien quelque chose, donc il y a bien un implant. La nature, par contre, de ce qui est retiré, là, effectivement, est sujette à discussion. Alors, on peut parler, effectivement, sans doute dans un grand nombre de cas, de pseudo-implants extraterrestres, parce qu'on a retiré des bouts de verre, un certain nombre d'objets divers. Il y en a quelques-uns qui restent très intrigants. Je continue de penser, par exemple, que l'implant qui a été retiré du sexe de Richard Price, qui était un abducté américain, est quelque chose de très curieux, parce que entre la première analyse qui avait été faite par le professeur Pritchard et son analyse définitive, on s'aperçoit qu'un objet qui était métallique est devenu des fibres de coton. Donc là, il y a quand même quelque chose de très intriguant, et on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Pourquoi, d'une analyse sur l'autre, tout est changé. Le problème avec ces implants, c'est que personne n'a réussi à démontrer ce qui est absolument essentiel de démontrer, c'est-à-dire leur utilité. Une fois que vous aurez fait la démonstration qu'il s'agit là d'un appareil qui sert de moniteur aux fonctions vitales, là, vous aurez quelque chose. Jusqu'à maintenant, nous ne tenons pas encore entre nos mains le radioémetteur marqueur extraterrestre dont ont parlé complaisamment certains auteurs. Les ufologues impliqués dans la recherche sur les rapports d'enlèvement font face au défi de départager les faits réels des témoignages calqués sur des récits précédents. Ils cherchent des cas non contaminés, des victimes qui n'auraient subi aucune influence susceptible de leur permettre de créer une histoire crédible en puisant dans l'imaginaire collectif.
Ces ufologues supposent que les Hill, eux, le premier cas rapporté, n'avaient subi aucune influence culturelle. Pourtant, entre le moment de leur expérience, en 1961, et l'époque à laquelle ils ont consulté le Dr Simon, 2 ans plus tard, le couple Hill, qui cherchait compulsivement une explication pour leur période d'amnésie, a pu imaginer un scénario qui lentement s'est substitué à la réalité. Barney a avoué, par exemple, avoir lu presque tous les livres consacrés aux ovnis. Quant à Betty, elle a reconnu que ses rêves récurrents, fait quelques jours après l'épisode des White Mountains, étaient devenus son sujet de discussion favori. Des rêves qu'elle croyait d'ailleurs être le miroir de leur expérience. Durant ces 2 ans, le couple s'est également découvert une passion pour tous les films de science-fiction ayant pour thème les extraterrestres. J'ai tendance à prendre le phénomène des enlèvements comme un décodage par notre culture d'un phénomène vieux comme l'humanité. Le contexte social est souvent responsable de la manière dont on nomme un phénomène social ou une expérience. Et le sens d'une présence est une réalité qui accompagne l'espèce humaine depuis toujours. L'impression que nous sommes visités par une entité quelconque, l'impression de se réveiller la nuit et d'être épiés par des créatures bonnes ou mauvaises, les présences diaboliques sont généralement à gauche et les bonnes à droite, ce qui reflète simplement l'organisation de l'activité cérébrale. Mais c'est la culture qui détermine comment on vit ces expériences et comment on les nomme. La manière dont vous allez les décrire à votre réveil dépend de votre culture. Il y a 50 ans, on était pratiquement toujours visité par des anges. Aujourd'hui, alors que l'emphase est mise sur l'espace et les frontières du cosmos, on tend à donner à ces manifestations une origine extraterrestre. Il y a 100 ans, elle aurait été religieuse. Certains ufologues, poussés par leur désir de croire, se sont fait une vocation de convertir ceux qui doutent des enlèvements extraterrestres. Ardents défenseurs de leurs convictions, souvent animés par la crainte qu'une menace extraterrestre ferait planer sur notre monde, ils ne négligent aucun détail dans les cas rapportés et fouillent méticuleusement tous les aspects de ces dossiers d'enlèvement. Mais leur investigation obsessive se situe-t-elle sur le bon plan de la réalité? Cette présence qu'ils croient extérieure à notre monde se situerait-elle ailleurs? À Sudbury, en Ontario, le docteur Michael Persinger, lui, fait des recherches sur une toute autre facette de cette réalité qui est la nôtre, notre cerveau. D'abord, regardons la nature du sens de la présence. Si je vous demande qui vous êtes, votre identité, je réfère d'abord à un langage, à un processus d'identification. Ce n'est pas par hasard que les gens vont se battre et mourir pour leur langue et leur culture. Le lobe droit du cerveau est davantage impliqué dans le sens de la présence. Il sert à concevoir une perception plus large de l'entité, comme un autre soi-même. Et vous pouvez le stimuler par le rêve, par exemple. C'est très commun, ça arrive chaque nuit. Vous rêvez de vous-même, vous vous regardez aller et vous êtes à l'extérieur de vous-même, comme un individu dédoublé. Ça peut aussi se produire quand vous êtes stressé, mais la majorité du temps, un tel stimuli est provoqué par un fort champ magnétique. Par fort, j'entends généré par la nature, qui stimule votre cerveau alors que vous êtes dans un état spécial qui s'appelle le sommeil. Durant le sommeil, si le lobe droit du cerveau est stimulé, les gens vont avoir le sentiment d'une présence. Ils vont se réveiller en sursaut et avoir l'impression que leur corps est envahi par une présence. Ils ressentent même des sensations dans le corps. Les hommes ont tendance à éprouver des sensations anales, les femmes des stimulations intra-utérines, et la raison en est que les régions du cerveau qui ont été stimulées sont impliquées avec ces organes internes. Vous avez le sentiment de flotter, vous pouvez même éprouver la sensation d'une présence qui vous touche. Dans une chambre d'isolation sensorielle, le Dr Persinger invite ses sujets à porter un casque spécial capable de modifier les influences électromagnétiques auxquelles est soumise le cerveau. Placés dans cet environnement modifié et contrôlé, plusieurs des participants du Dr Persinger n'ont pas tardé à se sentir entourés de présences étranges et même, dans certains cas, à voir des entités tout à fait inconnues. En fait, il est très facile de provoquer une sensation de présence. 80% des gens qui viennent dans notre laboratoire et qui sont soumis à différentes expériences éprouvent ce sentiment de présence. La manière dont ils vont le vivre dépendra de ce à quoi ils s'attendent.
On me pose parfois cette question, quel schéma de champ magnétique appliquez-vous aux sujets qui passent dans votre laboratoire? Ces schémas se retrouvent-ils dans la nature? Et la réponse est oui, parce que c'est là que nous les puisons. Nous nous sommes rendus sur le terrain, dans des lieux prétendument hantés, ou des lieux où des gens auraient été enlevés. Et nous avons enregistré les perturbations magnétiques, qui sont d'ailleurs transitoires. Elles ne sont pas là tout le temps. Et nous les enregistrons pour les appliquer ensuite au cerveau des sujets et nous recréons les mêmes sensations. Actuellement, nous savons qu'il y a 10 à 20% de la population qui est très réceptive, très sensible à l'environnement. Ils sont en quelque sorte les canaris de notre culture. Ils sont extrêmement sensibles aux champs magnétiques. Ce sont des artistes qui ont une incroyable polyvalence au niveau de la pensée, à un tel point qu'on les considère parfois comme des fous tant leurs idées sont inventives. Le cerveau de ces individus est tellement sensible que si le bon schéma d'activité, créé de manière parfaitement naturelle, pénètre leur cerveau, ils éprouvent un sens de la présence. Il y a 50 ans, ils auraient probablement affirmé être visités par des anges. Il y a 100 ans, c'eût été par des démons, les succubes ou les incubes, venus leur arracher des faveurs sexuelles. Aujourd'hui, ces visites ont été remplacées par celui des enlèvements extraterrestres, parce que c'est là la société dans laquelle nous vivons. Vous savez que les histoires d'OVNI commencent en 1947. Or, il y a eu 20 ans avant qui ont permis aux lecteurs américains, un très grand nombre d'Américains, de se familiariser avec des thèmes qui n'apparaissent qu'à partir de 1947. Des astronefs à forme de lentilles, à forme de soucoupe, des petits pilotes à grosse tête, ces petits pilotes qui enlèvent des gens, tout se trouve déjà dans une science-fiction de magazines américains. Et donc, à partir de là, on peut dire que les thèmes, les scènes, les récits ont pu être modelés donc par des fictions. Nous baignons tous dans une culture de masse, et principalement quand nous sommes Européens ou Canadiens, nous sommes extrêmement influencés par cette culture de masse américaine. Et n'oublions pas que dès les années 20 et 30, des milliers de récits dans des ouvrages populaires ont pu parvenir, ont pu influencer les gens. Ajoutez à ça le grand nombre de films des années 50 consacrés à l'infiltration extraterrestre. Vous avez aussi beaucoup de bandes dessinées américaines. C'est un énorme corpus qui, à mon avis, imbibe l'ensemble des gens. Je vais prendre une image, c'est exactement comme une sorte d'aquarium dans lequel nous baignons. Donc il me paraît difficile de faire la distinction entre, disons, un faux enlevé, un vrai enlevé. Je crois qu'à partir du moment où les thèmes sont L'analyse nous apprend que les expériences rapportées sont très semblables au phénomène des morts imminentes. L'expérience des chamans qui prennent des drogues et voyagent au seuil de la mort pour entrer en contact avec leur Dieu est si étrangement proche des enlèvements extraterrestres qu'on pourrait croire à deux facettes d'un même phénomène. Mais alors pourquoi toutes ces soucoupes volantes et cette quincaillerie à la Star Trek? Parce que l'Occident est animé par ces histoires de Star Trek. L'univers primitif des aborigènes est ici remplacé par notre mythologie qui est celle du capitaine Kirk, Picard et Star Trek. Lorsque nous vivons ces expériences, que je crois authentiques, nous les analysons à travers un filtre fortement marqué par la science-fiction.